Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Madame Bovary. Il s'agit d'un roman de Gustave Flaubert paru en 1957. Charles Bovary est envoyé au collège. Il est timide et maladroit. Il est le sujet des moqueries de ses camarades. Il n'est pas doué pour l'école, mais il travaille sérieusement, ce qui lui permet de grimper les classes. Il suit ensuite des cours de médecine pour devenir officier de santé. Il s'amuse d'abord avant de réussir ses examens. Il va s'installer à Tostes. Sa mère lui choisit une femme, une veuve de 45 ans, assez laide et froide. Une nuit, M. Bovary est appelé au Bertaux pour soigner M. Rouault, qui s'est cassé une jambe. C'est la première fois qu'il voit Emma. Il retourne plusieurs fois à la ferme, même plus souvent qu'il ne le devrait. Sa femme devient jalouse et l'empêche d'y aller. Peu de temps après que Charles ait appris que sa femme n'était pas si riche que ça, sa première femme meurt. M. Rouault vient payer Charles. En apprenant son veuvage, il adjoint à revenir au Bertaux pour lui remonter le moral. Là-bas, il a des conversations avec Emma. Il demande à M. Rouault sa fille. Le père accepte et Emma aussi. Ils se marient. Emma quitte son père pour aller vivre avec son mari. On apprend qu'à 13 ans, Emma a été mise au couvent. Ses camarades lui ont passé des romans à l'eau de rose qu'elle s'est mise à aimer. Emma est déçue par son mari. Elle le voudrait plus romantique, avec plus d'ambition et moins ennuyant. Son mari, au contraire, est très content d'elle et il s'extasie devant tout ce qu'elle fait. Ils reçoivent une invitation à un bal du marquis d'Andervilliers. Ils y vont. Emma y danse plusieurs fois avec plusieurs cavaliers. Elle interdit à Charles de danser car il ne serait que ridicule. Sur le chemin du retour, il trouve un étui à cigares. Elle s'imagine qu'il appartient au vicomte avec qui elle a dansé. Elle vire la bonne et en prend une autre qui s'appelle Félicité. Emma s'ennuie et tout l'irrite. Elle attend l'année suivante en espérant une nouvelle invitation au bal, mais celle-ci ne vient pas. Emma commence à avoir les symptômes d'une maladie nerveuse. Pour la santé de sa femme, Charles quitte sa ville pour un autre poste, à Yonville-l'Abbaye. Madame Bovary part enceinte. Ils arrivent au Lion d'Or, qui est l'auberge du village. Ils y rencontrent principalement M. Homais, le pharmacien, et M. Léon, le clerc de notaire. Madame Bovary et Léon se plaisent tout de suite, car ils ont les mêmes goûts. M. Léon adore lire, regarder les paysages et écouter de la musique. Emma accouche d'une fille qu'elle appelle Berthe et qui est mise en nourrice chez Madame Rollet. Un jour, il passe dans la tête d'Emma d'aller voir sa fille chez la nourrice. En chemin, elle rencontre Léon qui l'accompagne puis la ramène chez elle. Un jour, elle reçoit la visite de Monsieur Lheureux qui veut lui vendre des affaires. Elle réussit à résister à l'envie de consommer. Emma revoit quelquefois Monsieur Léon, notamment au Lion d'Or. Il tombe amoureux d'elle et elle le remarque. Emma va voir le curé à l'église. Elle veut lui parler de son mal-être psychologique, mais il comprend qu'elle parle de la pauvreté, de la faim et du froid dont souffrent certaines femmes. Las d'attendre Emma, Léon part pour Paris. Lors de leurs adieux, ni Léon ni Emma n'arrivent à dire leurs sentiments. Rodolphe vient avec un de ses charretiers pour que M. Bovary le saigne. Le charretier et Justin, l'apprenti de M. Homais, s'évanouissent. Emma tient le coup, ce qui étonne Rodolphe. Dans le village, il y a les comices agricoles. Emma y rencontre Rodolphe qui va la prendre à part. Il lui parle des tourments et des passions des êtres humains. Il est entrecoupé par les discours sur l'agriculture. Madame Bovary lui cède. Rodolphe laisse passer quelques semaines avant de la revoir. Pour la santé d'Emma, Rodolphe conseille à son mari de laisser sa femme monter à cheval, ce à quoi Charles consent. Ils vont en forêt et elle s'abandonne à lui. Ils se revoient plusieurs fois. Le romantisme d'Emma exaspère Rodolphe, mais il reste tout de même avec elle car il la trouve jolie. M. Bovary se met en tête de réparer les Pieds-Bot.
Il décide de pratiquer une opération sur Hippolyte, le garçon de l'auberge. L'opération se passe bien, mais quelques jours plus tard, la gangrène commence. Les villageois, désespérés, appellent M. Canivet, un médecin réputé. Il ampute le garçon. M. Bovary se sent coupable et Mme Bovary est encore plus en colère contre son mari car il est médiocre. Emma achète plein de cadeaux à Rodolphe. L'heureux commence à lui demander des comptes. Elle le rembourse avec l'argent de Charles sans que celui-ci le sache. La mère de Charles vient les voir. Elle est alarmée par le train de vie d'Emma. Emma se met en tête que Rodolphe va l'enlever, elle et sa fille, pour les tirer de cette vie. Emma commande des affaires pour son voyage. Rodolphe repousse sans cesse la date du départ. Rodolphe finit par lui dire qu'ils s'en iront le lendemain. Le jour prévu, il lui écrit une lettre dans laquelle elle lui dit qu'il veut éviter de la rendre malheureuse. Il lui envoie la lettre dans un panier d'abricots. Emma monte au grenier pour la lire. Elle veut se défenestrer, mais l'appel de son mari l'en empêche. Au repas, quand Charles mange les abricots, que son mari force Emma à les sentir et que le tilbury passe, Emma s'évanouit. Elle a une fièvre cérébrale. Elle tombe malade quelques mois. Charles s'occupe d'elle et abandonne ses patients. L'heureux vient lui demander de l'argent. Charles signe un premier billet. Le pharmacien donne l'idée à M. Bovary d'emmener sa femme au théâtre de Rouen. La pièce plaît à Emma. Le couple y rencontre Léon. M. Bovary s'en va le lendemain et Mme Bovary y reste un peu plus longtemps pour soi-disant voir la pièce une seconde fois. Le lendemain, Léon va voir Emma à son hôtel quand elle y est seule. Ils se donnent rendez-vous le lendemain à la cathédrale. Ils prennent un fiacre qui traversera toute la ville et à l'intérieur duquel Mme Bovary cède à Léon. Elle arrive en retard à la poste qui devait la ramener chez elle. Elle prend un cabriolet qui arrive en même temps que la poste pour que son mari ne remarque rien. Une fois arrivée dans son village, on recommande à Mme Bovary d'aller chez Homais. Quand elle arrive, Homais est dans tous ses états car Julien lui a apporté une bassine qui se trouvait juste à côté de l'arsenic, et cela aurait pu empoisonner toute la famille. Homais apprend à Emma que son beau-père est mort. La mère de Charles vient à la maison. M. Lheureux demande à Emma de re-signer le billet qu'avait fait son mari. Il la pousse à demander une procuration pour elle. Elle va voir M. Léon pour demander conseil à propos de la procuration pour soi-disant gérer l'héritage. C'est l'excuse qu'elle a trouvée pour son mari. Emma achète de nombreuses choses à M. Lheureux qui, au lieu de la retenir, la pousse à la consommation. Emma fait croire à son mari qu'elle joue mal du piano pour qu'il l'envoie à Rouen afin qu'elle prenne des cours pour retrouver son niveau d'antan. Elle profite de ce prétexte pour voir plusieurs fois M. Léon. Madame Bovary mère fait le reproche à sa belle-fille de ses factures et de sa procuration, ce qui provoque une crise du côté d'Emma. M. Bovary prend la défense de sa femme, ce qui offense la mère, qui part de la maison. Un jour, M. Homais se met en tête d'aller voir M. Léon le jour même où Emma va à Rouen pour soi-disant ses cours de piano. Homais retient Léon, qui ne veut que voir sa maîtresse. Léon va à l'hôtel où est Emma pour lui expliquer qu'il était avec Homais. Homais le rappelle, il est obligé de le suivre. Il arrive tout de même à s'en débarrasser une seconde fois, mais Emma, exaspérée, est partie de l'hôtel. Ils se revoient tout de même par la suite. Emma reçoit une lettre d'un huissier. Elle va voir M. Lheureux, qui lui fait souscrire encore de nouveaux billets. En revenant de chez Léon, Emma s'aperçoit qu'il y a une lettre stipulant qu'elle doit de l'argent et que si elle ne l'a pas, on saisira ses meubles. M. Lheureux ne veut pas l'aider. L'huissier vient chez elle lister tous ses biens saisissables. Elle va chez Léon, mais il refuse de lui donner de l'argent. En revenant chez elle, il y a des affiches dehors stipulant la vente de ses meubles. Elle va chez M. Guillaumin, le notaire. Il veut profiter d'elle, elle ne se laisse pas faire, puis elle part. Elle va chez Rodolphe, il lui dit qu'il n'a pas d'argent. Emma s'emporte car elle remarque qu'il vit entouré d'objets de luxe. Elle va à la pharmacie. Justin la conduit au Capharnaüm où elle mange de l'arsenic. Elle rentre chez elle et elle se couche avec son mari.
Dans la nuit, les premiers symptômes apparaissent. 2 docteurs renommés sont appelés à son chevet, mais ils ne peuvent plus rien pour elle. Après beaucoup de souffrance, elle finit par mourir. Emma est enterrée. Charles devient comme fou de l'absence de sa femme. Il découvre les lettres de Rodolphe et de Léon. Il devine qu'elle les a eues comme amants. Un jour, sa fille le retrouve mort sur son fauteuil. Emma Bovary est un roman, comme le titre l'indique, sans surprise, sur une partie de la vie d'Emma Bovary. Son histoire s'étire de sa vie en tant que jeune fille à la campagne jusqu'à sa mort. Le récit est encadré par la vie de collégien de Charles et par le choc pour Charles de la mort de sa femme. Le roman est concentré surtout sur Emma, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle veut, sur ses ambitions et ses rêves. De Charles, nous ne savons quasiment rien. On s'intéresse quelquefois aux personnages qui entourent l'héroïne. Plusieurs éléments sont vus négativement dans le roman. Il y a tout d'abord la vie conjugale et le mariage. On pourrait s'attendre à une femme docile qui obéit à son mari, qui fait tout pour rendre la vie de son mari agréable. On pourrait croire que la présence du mari rend la femme heureuse et vice-versa, mais ce n'est pas le cas dans le roman. Emma ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Elle n'est pas utile, elle ne fait pas le ménage, le repassage ni la cuisine. Ce n'est pas la boniche. Sa domestique est là pour les tâches de la maison. Elle ne prend jamais des pincettes avec son mari. Quand quelque chose la dérange, elle le dit. Elle n'aime pas les rapports physiques avec son mari. Elle n'aura d'ailleurs qu'un seul enfant de lui malgré les années de concubinage. La femme n'aime pas son mari. Elle trouve que c'est un raté, un incapable. Dès qu'elle se met à espérer en lui, la réalité la rattrape et elle ne peut plus supporter son mari. Les deux seules choses les plus importantes pour Charles sont son métier et sa femme. Charles, lui, subit les lubies de sa femme sans se plaindre, mais il sera le cocu de cette histoire. Madame Bovary n'est pas une bonne épouse, mais ce n'est pas non plus une bonne mère. Sa maternité n'est pas choisie, mais subie. Elle ne retire aucune joie du fait d'être enceinte. Quand sa fille est née, elle ne s'en occupe pas. Elle est mise en nourrice. Toutes les fois où elle s'en occupe ne sont que des manies passagères. Elle ne s'occupe pas de l'éducation de sa fille qui grandit comme elle veut. Elle peut parfois la bousculer, elle la trouve laide. Jamais Emma ne semble être une mère. Elle agit comme si elle n'avait pas d'enfant et bien souvent elle agit comme si elle n'avait pas de mari. La religion aussi est mise à mal dans le roman. Déjà, premièrement, Emma croit beaucoup en la religion. Elle croit qu'elle l'aide alors qu'il n'en est rien. Deuxièmement, c'est à la cathédrale de Rouen que Emma se donne à Léon. Troisièmement, Bournicien est vu comme quelqu'un d'incapable de comprendre les armes alors que c'est une partie de son métier. Le roman met à mal aussi la société. Les gens honnêtes et pauvres seront toujours honnêtes et pauvres. À cause des 2 traits de caractère, ils ne monteront jamais dans la société. Ils se feront rejeter malgré leurs efforts. Finalement, avec l'honnêteté, les gens ne peuvent pas s'échapper à ce qu'ils sont réellement. Charles était un élève studieux mais non brillant, ce qui le poursuivra toute sa vie. Emma ne partira jamais de sa condition. Seuls les gens malhonnêtes peuvent se frayer un chemin. Par exemple, Homère recevra la Légion d'honneur. On dit souvent que ce roman traite de l'ennui, mais pour moi, il traite surtout de l'orgueil. Dans ce roman, tout le monde l'est, à part Charles. Tout le monde n'est centré que sur lui-même et se croit supérieur aux autres pour telle ou telle raison. Tout le monde se donne de la fausse valeur et ne se remet jamais en question. Ils sont persuadés de valoir plus que les autres, que leur place n'est pas leur place et qu'il faut gravir l'échelle sociale pour trouver sa vraie place. Qui n'entend pas leur vérité est un incapable, un aveugle. Le pharmacien se met assis en colère quand il attend sa Légion d'honneur. Seul Charles ne rêve pas, il restera toujours à sa place. Quand il fait l'opération du pied beau, ce sont surtout les autres qui le poussent à faire cette opération. Emma n'est qu'une paysanne qui veut paraître plus haute qu'elle-même en s'habillant bien, en ayant des loisirs de riche, en achetant tout un tas de choses. Tous veulent un peu de ce prestige pour se persuader eux-mêmes qu'ils valent quelque chose ou alors pour montrer aux autres la valeur qu'ils n'ont pas. Emma cherche plusieurs fois à s'enfuir de sa vie monotone. Elle se marie. Une fois qu'elle remarque que ce mariage ne lui apporte pas le bonheur attendu, elle pense qu'aller vivre ailleurs lui apportera un peu de bonheur,
Une fois qu'elle est à Yonville, elle prend des amants qui ne la satisfont pas. Elle est enceinte, mais ça ne lui convient toujours pas. Elle se met alors à beaucoup consommer, mais cela l'endette. Emma, au fond, ne veut qu'une seule chose, c'est être heureuse. À chaque fois, sa nouvelle situation provoque en elle une frustration, car elle imaginait les choses autrement. Elle veut alors autre chose, mais cette chose-là non plus ne lui apporte pas de bonheur. Emma passe sa vie à courir après quelque chose qui pourrait la rendre heureuse, mais finalement, tout est décevant. Face à son incapacité à être heureuse, et en se rendant compte que tout le monde soit profite d'elle, soit lui ment, soit refuse de l'aider, elle se suicide. Emma est une rebelle, elle ne veut pas se conformer à l'image des femmes dans cette société. Elle n'est pas une poule pondeuse, elle ne dit pas oui à tous les caprices de son mari, elle gère l'argent. Elle voit tous les jours ce que la soumission apporte aux femmes, c'est-à-dire pas grand-chose. Tous les jours, elle a le portrait de Madame Homais, qui doit supporter toute la journée une bande de marmots et un mari vantard. Mais sa voisine ne se plaint pas, elle ne se remet jamais en question. Cette vie s'est imposée à elle, et elle ne cherche pas à s'en enfuir. Madame Homais est le contraste le plus saisissant avec le personnage d'Emma. Emma veut toujours mieux et toujours plus, Madame Homais se contente de ce qu'on lui donne. Charles refuse de voir l'état psychologique de sa femme. Il remet tout à l'ordre physique. Quand elle s'évanouit après l'épisode des abricots, Charles est incapable de voir la véritable cause. Il ne voit jamais que sa femme peut souffrir de dépression. Il cherche toujours une cause physique à ses malaises. Je ne suis même pas sûre que Charles ait compris que sa femme s'est suicidée de désespoir à la fin du roman. Il pense aussi à des remèdes qui sont inappropriés. Il pense qu'en la changeant d'air, cela ira mieux. Il pense même que faire du cheval l'aidera à aller mieux. Emma est toujours ce qu'elle est, c'est-à-dire une paysanne. L'habit ne fait pas le moine, elle a beau s'habiller avec des tissus luxueux, suivre les dernières modes, avoir un mari médecin qui gagne tout de même bien sa vie, avoir une maison, jouer du piano, savoir bien dessiner, avoir des domestiques, elle ne reste pas moins une paysanne déguisée. Le plus grand tort vient à mon avis de son père qui l'a mise au couvent. Elle a ainsi appris des choses qui ne sont pas de sa caste, l'instruction, la religion ou alors le savoir-faire. Et en même temps, ce lieu lui a permis de découvrir des livres en cachette. Elle s'est mise ainsi à rêver de choses qui n'existaient pas et elle les a crues. Personne n'a été là pour la recadrer. Personne ne lui a dit que ces choses n'existent pas. Seule la mère de Charles voit le problème que posent les livres sur la vie d'Emma, et pourtant c'est elle qui se fait rabrouer. Emma n'est pas capable de confronter ses expériences avec les expériences des romans. Elle est incapable de regarder à côté d'elle comment vivent les autres, et pourtant elle devrait s'estimer heureuse, surtout quand elle voit le sans-abri, aveugle, qui vit dans la misère et qui souffre sans aucun soin. Emma est tellement déçue par sa vie qu'elle est capable de se rattacher à n'importe quoi qui pourrait l'en sortir et continuer à la faire rêver. Emma n'a pas de remords par rapport à ce qu'elle fait. Elle ne s'en veut jamais de tromper son mari. Elle ne s'en veut pas de dépenser son argent. La seule chose dont elle a peur, c'est que quelqu'un s'aperçoive de ce qu'elle fait. Emma se tourne souvent vers la religion, mais celle-ci ne la comprend pas. Bournicien ne comprend pas quand elle parle de ses difficultés. Pour lui, les femmes malheureuses sont les femmes pauvres, celles qui n'ont pas de quoi manger, celles qui ont froid. Or, Madame Bovary mange à sa faim, a une maison, a de quoi se chauffer, elle n'a pas besoin de travailler pour vivre, elle a un mari plutôt compatissant qui lui passe toutes ses envies. Madame Bovary n'a rien pour être malheureuse et pourtant elle l'est. Il est à remarquer qu'elle n'a pas d'amis, que ce soit au niveau des femmes, mais aussi au niveau des hommes. Elle est loin de sa famille, sa mère est morte, son père ne vient pas souvent la voir. Elle a ni sœur ni frère. Finalement, Madame Bovary est toute seule. Elle côtoie des tas de gens, mais ils sont tous trop préoccupés d'eux-mêmes pour s'apercevoir du désespoir d'Emma. Seul son mari fait attention à elle, mais il est maladroit et est incapable de voir ce qui se passe à l'intérieur de sa femme. Il est spécialiste des problèmes du corps, mais pas de ceux de l'esprit. Finalement, Emma est plutôt une femme occidentale moderne. Elle ne dépend pas financièrement de son mari, ses enfants ne sont pas le centre du monde, elle voyage comme elle le veut et quand elle le veut est toute seule, son mari n'a que peu de pouvoir sur elle, si elle veut quelque chose elle le fait, le seul décalage est que Madame Bovary ne travaille pas.
Emma se fait salement avoir par ses amants. Elle fait attention à eux, elle leur offre des cadeaux, elle est exactement comme ses amants voudraient qu'elle soit. Mais eux ne font rien pour elle. Elle ne se rendra compte de l'arnaque qu'à la fin du roman. Ils ne paieront pas sa dette, même en partie, ne vendront pas leurs biens malgré qu'ils soient riches, ils ne demanderont pas un prêt à leurs amis pour elle. Emma s'est offerte à eux, mais eux ne sont capables de rien pour elle. Je crois qu'Emma n'aime pas réellement ses amants, elle aime surtout l'idée qu'elle se fait de l'amour, un beau jeune homme riche, des clairs de lune, des discours passionnés. Pour elle, ce sont les princes charmants de ses livres. Elle veut se faire aimer des princes charmants dans les livres et non par ceux dans la réalité. Rodolphe et Léon n'ont été que des substituts. Ses amants ont certes de l'argent, des positions enviables, de beaux habits, vont en ville, savent manier le discours, mais ni l'un ni l'autre de ses amants n'ont de sentiments. Finalement, le seul à avoir des sentiments pour Emma dans ce livre, c'est son mari. Il se marie avec elle et il aura des sentiments pour elle jusqu'à sa mort. Quand elle sera morte, il mourra de chagrin. C'est le seul avec qui il y a une constance des sentiments. Il est le seul à faire attention à elle, à s'extasier devant tout ce qu'elle fait, à s'occuper d'elle durant sa maladie. À part son mari, personne n'aime Madame Bovary. Ce n'est pas la bonne qui lui volera plus tard ses vêtements, ce n'est pas Homais qui se détache d'eux quand ils sont tombés trop dans la misère. Ce n'est pas non plus son père qui veut s'en débarrasser car elle est trop embarrassante. Finalement, le seul moyen d'être heureuse était d'accepter son mari et de lui rester fidèle, mais elle a voulu chercher son bonheur ailleurs. Rodolphe est pour moi le pire de ses amants. Il ne voit que la beauté de Madame Bovary, il voit que dans ses manières d'être, elle aspire à une autre vie et qu'elle s'ennuie avec son mari. Il la cerne tout de suite, il sait comment abuser d'elle au bon moment, il la manipule pas mal, notamment en la faisant attendre, il lui fait croire qu'il a des sentiments pour elle alors que ce n'est pas vrai, c'est surtout visible dans la lettre qu'il lui écrit quand il ne veut plus s'enfuir avec elle. Il la trouve quelquefois assommante avec ses idées romantiques, mais il la laisse tout de même faire, car elle est pour lui comme un trophée à cause de sa beauté. Si Emma avait été plus bête et plus moche, peut-être qu'elle n'aurait pas attiré ses amants et peut-être qu'elle aurait pu avoir une existence heureuse. Finalement, personne n'est aimable dans ce roman. Celle que l'on peut apprécier le plus est Emma. Emma n'est pas arrogante comme Monsieur Homais, elle n'est pas aussi profiteuse que l'usurier, elle est capable de comprendre le côté psychologique, contrairement au curé. L'honnêteté dans ce roman n'existe pas. Seule Emma ne cherche pas à profiter des autres. Elle ment à son mari, mais c'est pour cacher ses amants ou ses factures. Elle ne ment jamais par orgueil. Elle ne va pas s'attribuer des qualités qu'elle n'a pas. Elle est capable de prévoir l'avenir loin devant elle, comme l'usurier qui se frotte les mains des dettes d'Emma et qui, au lieu de la raisonner, la pousse à la consommation. Elle ne s'accorde pas des titres qu'elle n'a pas, comme Homais qui se déclare pharmacien alors qu'il ne l'est pas. Emma est naïve, elle donne de bonnes attentions à ses amants alors qu'ils n'en ont pas. Elle ne voit pas Monsieur l'heureux sous le bon angle. Elle ne mesure pas les conséquences de ses actes, car elle ne vit que de présent. Elle est trop mal dans sa tête pour penser au futur et à le construire. Elle ne cherche que la satisfaction présente. Emma est à la rigueur celle qui ment le moins. Elle n'est pas égoïste, car elle offre énormément de choses aux gens. Le portrait d'Emma n'est pas beau, mais celui de ses voisins est encore pire. Elle n'essaie pas d'abuser des autres, autant que les autres le font sur les autres personnes. Flaubert a peut-être une trop belle écriture pour parler d'une vie très terre-à-terre d'une femme qui s'ennuie, comme beaucoup d'autres s'ennuient aussi dans leur vie. Ce roman est réaliste. Flaubert nous décrit les gens tels qu'ils sont. Il ne cherche pas à faire de fioritures. Les gens sont égoïstes, narcissiques, odieux, se donnent trop d'importance par rapport à ce qu'ils sont réellement. Emma rêve d'un autre monde. Malheureusement pour elle, ce monde des romans n'existe pas. Il y a toujours un décalage entre ce qu'elle veut voir et ce qu'elle voit réellement. Après tout, ses rêves ne sont qu'un moyen de fuir la réalité. Le bovarisme est un sentiment d'insatisfaction qui mène à des rêveries qui sont trop hautes par rapport à un individu. Rien ne rend heureuse Emma, c'est la déception qui la poussera au sud. Le pire moment est celui de sa mort. Je pense qu'Emma avait pour but, en prenant de l'arsenic, de mourir rapidement. Or, ça n'a pas été le cas. Emma a raté sa vie,
elle ne réussira pas mieux son suicide. Elle agonisera toute la nuit et ne mourra qu'au petit matin après d'atroces souffrances. La mort est le pire moment du roman. Son mari, qui est pourtant connaisseur en santé humaine, appelle au secours. Les médecins mettent du temps à arriver, ils savent que Madame Bovary est perdue, mais ils ne sont pas plus angoissés que cela. Monsieur Homais en profite pour se vanter auprès des médecins réputés. Emma n'est même pas respectée dans son agonie. Avant qu'elle se mariât, elle avait cru avoir de l'amour, mais le bonheur qui aurait dû résulter de cet amour n'étant pas venu, il fallait qu'elle se fût trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah, il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a 3 semaines j'y étais. » Et peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire. Elle oublia l'air des contredanses. Elle ne vit plus si nettement les livrées et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui resta. Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. Elle avait cette indéfinissable beauté qui résulte de la joie, de l'enthousiasme, du succès, et qui n'est que l'harmonie du tempérament avec les circonstances. Ses convoitises, ses chagrins, l'expérience du plaisir et ses illusions toujours jeunes, comme font aux fleurs le fumier, la pluie, les vents et le soleil, l'avaient par gradation développée, et elle s'épanouissait enfin dans la plénitude de sa nature. Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ces longs regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses lèvres qu'ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. On eût dit qu'un artiste habile en corruption avait disposé sur sa nuque la torsade de ses cheveux. Ils s'enroulaient en une masse lourde, négligemment, et selon les hasards de l'adultère qui les dénouait tous les jours. Sa voix maintenant prenait des inflexions plus molles, sa taille aussi. Quelque chose de subtil qui vous pénétrait se dégageait même des draperies de sa robe et de la cambrure de son pied. Charles, comme au premier temps de son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible. N'importe, elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait? Mais s'il y avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de raffinement, un cœur de poète sous une forme d'ange, lyre aux cordes d'airain, sonnant vers le ciel des épithalames élégiaques, pourquoi par hasard ne le trouverait-elle pas? Oh, quelle impossibilité! Rien d'ailleurs ne valait la peine d'une recherche, tout mentait. Chaque sourire cachait un bâillement d'ennui, chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers ne vous laissaient sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute.